Que se passerait-il si tous nos besoins étaient satisfaits à portée de main, sans aucun effort pour les obtenir? Dans un espace clos, sans possibilité d'en sortir, seuls quelques privilégiés vivant dans cette utopie, n'ayant pour seule préoccupation que la reproduction. Cela entraînerait une augmentation considérable de notre population, croissant de façon exponentielle. Nous serions de plus en plus nombreux dans cet espace, plus le nombre d'individus augmenterait, plus l'espace commencerait à se réduire, jusqu'à ce que nous nous heurtions épaule contre épaule à chaque pas. Partout où nous regarderions, il y aurait des personnes, encore et toujours des personnes, ce qui engendrerait des disputes, des conflits et des confrontations. Ces tensions augmenteraient jusqu'à modifier notre comportement, provoquant davantage de conflits, de morts et de destruction au fil du temps. Nous nous préoccuperions davantage de notre propre bien-être que de celui des autres, allant jusqu'à mettre fin à la vie d'enfants, de femmes et d'hommes. Les familles s'entretueraient, périssant d'une manière cruelle et impitoyable. La reproduction s'arrêterait jusqu'à ce que le pic de population chute et que les décès se comptent par millions. Tout cela se produirait pour des raisons absurdes, alors même que tous nos besoins seraient constamment satisfaits. Il arriverait un moment où les rares survivants n'auraient plus aucun intérêt pour la procréation, ne se préoccupant que d'eux-mêmes, dormant, mangeant et se défendant des autres. Ainsi, l'extinction de l'espèce humaine surviendrait, mettant fin à notre propre existence à cause de notre égoïsme, ne laissant que des vestiges de ce que nous avons été et de la manière dont nous avons disparu. Plutôt catastrophique, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existe une expérience qui démontre tout cela, une expérience où une utopie a conduit à l'effondrement total d'une espèce? Il s'agit du célèbre cloaque comportemental, aussi connu sous le nom de Univers 25, une étude menée par John B. Calhoun. Alors, passons à la vidéo. Univers 25 est le nom d'un environnement artificiel créé par Calhoun, un éthologue qui travaillait au Nîmes dans les années 1960. Ses recherches portaient sur ce qui arriverait aux animaux si tous leurs besoins étaient satisfaits: nourriture, eau, protection et température. La seule contrainte était l'espace. À mesure que celui-ci se réduisait, leur capacité de mouvement était affectée. Pour l'expérience, il utilisa des rongeurs en raison de leur taux de reproduction élevé et de leur métabolisme rapide. L'expérience fut nommée Univers 25 car c'était la 25e fois que Calhoun la réalisait, en y introduisant des modifications significatives. Son étude fut intitulée Densité de population et pathologie sociale. Pour ses recherches, il conçut un complexe de 2,5 mètres carrés et 1,37 mètres de hauteur, où les rongeurs pouvaient grimper mais ne pouvaient pas s'échapper. On leur fournissait de manière illimitée de la nourriture, de l'eau, un environnement propre, du matériel pour construire des nids ainsi que des espaces dédiés. L'humidité et la température étaient maintenues à des niveaux optimaux. En somme, c'était un véritable paradis pour les rats, conçus pour que leur seul intérêt soit la reproduction. L'expérience commença avec 4 couples de rats en parfaite santé et dura 1471 jours, presque 4 ans. Durant cette période, tous leurs besoins furent satisfaits quotidiennement. L'évolution de la colonie fut divisée en 4 phases. Au cours des 104 premiers jours, les rats commencèrent à former des familles, s'adaptant à leur environnement et se reproduisant. La deuxième phase, du jour 105 au 315, fut une période de prospérité. Tous les 55 jours, la population doublait. Des groupes sociaux se formèrent avec un mâle dominant protégeant sa famille. Les femelles se reproduisaient sans problème et des territoires furent établis. Au jour 315, la population initiale de 8 rats avait atteint 600 individus dans cet habitat. Dans la troisième phase, du jour 316 au 560, le temps nécessaire pour que la population double augmenta. Au lieu de 55 jours, il fallut désormais 145. Cela était dû au fait que les mâles passaient leur temps à rivaliser pour conquérir et défendre leur territoire afin de pouvoir se reproduire, ce qui poussa beaucoup d'entre eux à abandonner et à perdre leur attrait pour les femelles, réduisant ainsi le taux de reproduction. Pendant ce temps, les femelles fertiles tentèrent d'assumer le rôle abandonné par les mâles pour protéger les nids, ce qui réduisit la période d'allaitement. En conséquence, de nombreuses portées furent abandonnées, attaquées, voire dévorées par leur propre mère. La population atteignit un maximum de 2200 individus vivant dans un monde anarchique, violent et presque dépourvu d'activité sexuelle. En effet, l'utopie commençait déjà à s'effondrer. À partir du jour 560, le nombre de décès dépassa celui des naissances. Dans la quatrième et dernière phase,
Du jour 561 au 1471, la violence entre les groupes et au sein même de ceux-ci atteignit son apogée. Le cannibalisme s'intensifia, touchant non seulement les jeunes, mais aussi les races adultes. La reproduction disparut complètement. Un groupe de mâles s'isola dans une zone où ils consacraient leur temps uniquement à l'entretien extrême de leur corps, passant leur journée à toiletter leur pelage. Ils faisaient preuve d'une totale apathie, évitant les conflits et ne montrant aucun intérêt pour les femelles. La majorité des femelles ne montraient pas non plus d'intérêt pour la reproduction, et les rares portées qui voyaient le jour avaient peu de chances d'atteindre l'âge adulte. En fait, un petit né au jour 600 fut le dernier à atteindre la maturité. Au jour 920, plus aucune naissance n'eut lieu et l'âge moyen des survivants était de 2 ans et demi. Le dernier jour de l'expérience, seuls 27 rats étaient encore en vie, 23 femelles et 4 mâles. Le plus jeune avait 987 jours. Ainsi s'acheva l'expérience, démontrant qu'une espèce pouvait disparaître à cause de la surpopulation, malgré une abondance constante de ressources. La conclusion était claire, la surpopulation avait détruit la structure sociale et mentale des rats, même en présence de ressources illimitées. Calhoun affirma que l'effondrement s'était produit lorsque les rats avaient cessé de se comporter comme des rats, amorçant ainsi leur propre extinction. Même lorsque les survivants de l'univers 25 furent placés avec d'autres rats étrangers à l'expérience, leur comportement ne changea pas. Au cours de l'étude, des spécimens extérieurs furent introduits pour tenter de corriger la dégénérescence, mais il fut impossible d'inverser la situation. Cette expérience est réelle. Je n'inclus pas le rapport de recherche parce qu'il est ancien et que je ne l'ai pas trouvé sur Internet pour le partager, mais ce n'est pas une creepypasta. C'est quelque chose qui s'est réellement produit et qui a été étudié. Vous trouverez le résumé de l'étude dans la description. Cela nous pousse à réfléchir. L'humanité est-elle en train de suivre le même chemin? Nos conditions sont différentes et notre univers est plus vaste, mais il suffit de regarder les mégalopoles comme Tokyo. Là-bas, les gens marchent en se frôlant, les objectifs sont uniquement personnels et professionnels, et la reproduction n'est plus une priorité. La ville compte un nombre croissant d'individus asexuels. Il n'est pas difficile d'imaginer que nous pourrions être sur la voie de notre propre effondrement démographique. Je pourrais arrêter la vidéo ici, vous laisser sans sommeil et vous faire douter du sens de ce que vous faites. Mais comme il s'agit d'une chaîne scientifique, cherchons une solution. Est-ce que cela arrivera vraiment? Ou est-ce même possible? Commençons par l'évidence, l'étude a été réalisée sur des rats et non sur des êtres humains. Notre comportement est bien plus complexe. Même si l'étude avait été menée sur des singes, il y aurait des différences significatives. Bien qu'il existe des similitudes, nous avons des comportements distincts. Par exemple, l'être humain est un animal qui ressent de la compassion et cherche à aider les autres. Pas tous, certes, mais nous avons en nous un instinct d'entraide. Sinon, et j'espère ne pas être mal compris, les personnes en situation de handicap ne pourraient pas survivre. Dans la plupart des espèces, en revanche, le principe de la survie du plus fort prédomine. Dans la nature, il n'y a pas de place pour les faibles. Mais l'être humain, bien qu'étant un animal, est différent. Il éprouve de la compassion, il a la capacité de ressentir de l'empathie, de la tristesse, de l'attachement, de l'amour et du dégoût face à certains événements. Ce sont des caractéristiques humaines qui, bien que certains semblent en être dépourvus, sont généralement présentes dans notre espèce. Tellement présentes que nous ne nous soucions pas uniquement de notre propre espèce, mais aussi de nombreuses autres. C'est pourquoi l'être humain est le seul animal à avoir domestiqué d'autres espèces. On pourrait dire qu'il l'a fait pour des raisons productives et de protection. Mais pourquoi l'être humain et pas d'autres espèces? En fait, contrairement à l'étude que nous avons vue aujourd'hui, d'autres recherches démontrent que l'être humain n'atteint pas de tels extrêmes. Dans une expérience, un groupe d'étudiants a été placé dans des conditions similaires. Je suppose qu'il s'agissait de stagiaires en service civique. Et ils ne sont pas allés jusqu'à l'effondrement observé dans l'expérience sur les rats. Cependant, voici le problème de cette étude. Notre métabolisme est plus lent et notre espérance de vie est d'environ 70 ans en moyenne, contre seulement 3 ou 4 ans pour les rats. Cela signifie que, pour mener une recherche fiable, il faudrait enfermer un groupe de personnes pendant 100 ans en leur fournissant tous les services nécessaires, afin de déterminer si le même phénomène se produirait. Mais pour cela, nous devrions techniquement enfreindre toutes les règles éthiques et morales, en abandonnant ainsi notre humanité. Il serait également essentiel de déterminer si ce phénomène se produit chez d'autres espèces. Peut-être pourrions-nous utiliser un autre modèle, comme les insectes,
dont le comportement est plus simple et les habitudes de groupe beaucoup plus vastes. Et si l'on découvrait que le même effondrement social se produit chez eux, alors comment pourrions-nous le prévenir? C'est une question que Calhoun a tenté de résoudre, mais, comme cela arrive souvent, lorsqu'une découverte majeure est faite, tout le reste passe au second plan. Et si ce destin est inévitable, nous nous en approchons à grands pas, non seulement nous, mais aussi les espèces que nous avons tenté de sauver. En effet, en créant des réserves naturelles qui établissent une utopie pour préserver une espèce, nous empêchons ces prédateurs naturels de s'en nourrir, ce qui ne fait qu'accélérer ce destin. Dans ce sens, la chasse contrôlée est devenue un moyen de remplacer le rôle des prédateurs naturels. Au final, seul le temps nous dira si l'humanité devra affronter ce destin, ne laissant comme vestige de son existence que son art, son architecture, ses écrits, ses découvertes et ce qu'elle fut, ou si nous serons capables d'y remédier. Il ne nous reste plus qu'à attendre et à être les artisans de notre propre avenir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime et partagez-la pour faire connaître la chaîne à plus de monde. Vous trouverez mes réseaux sociaux pour rester en contact et recevoir des annonces importantes sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.